Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus Hebdo, le rendez-vous hebdomadaire où je répertorie un petit peu toutes les actualités liées au monde de la photo et de la vidéo. Parfois ça sort le mercredi, parfois le jeudi, parfois le vendredi, c'est vraiment selon mon planning. Cette semaine a été très agitée puisque c'est le NAB Show de Las Vegas, un des plus gros salons de tech au monde. On a eu le droit forcément à des sorties très intéressantes, on en parlera en seconde partie de vidéo, mais tout d'abord place aux news. Alors on va parler de la marque Red qui a fait énormément parler depuis quelques semaines, notamment depuis le rachat par Nikon. Et bien, selon une interview par Petapixel de Keiichi Oishi, qui est le nouveau PDG de Red aujourd'hui, il nous annonce que la marque continuera à utiliser la monture RF pendant un moment. Durant cette interview, il a bien sûr évoqué la possibilité de l'arrivée de la monture Z sur les caméras Red, mais ça, ce sera pas avant plusieurs années. Ils n'ont pas l'intention de changer la relation client entre les vendeurs et acheteurs de caméras Red. Par contre, et ça j'aurais bien aimé savoir un petit peu plus à ce sujet-là, on n'a pas de détails à propos de l'arrangement entre Nikon Red et Canon. À mon avis, Canon n'a pas dû se laisser faire et la note doit être quand même assez salée pour que Red continue à utiliser la monture RF suite au rachat de Nikon. Alors c'est que mon avis, bien sûr tu peux partager le tien dans les commentaires. Alors la question s'est quand même beaucoup posée, depuis quand date ce rachat? Moi j'avais évoqué ça aussi dans un précédent épisode de Focus Hebdo. Il semble bien que cette histoire de poursuite judiciaire qui date de 2022 soit justement à l'origine de ce rachat. Nikon a récemment confirmé avoir commencé à envisager d'acquérir Red en raison de cette poursuite. En fait, ce procès les a rapprochés à tel point que Nikon a voulu en savoir un petit peu plus sur l'histoire de Red et le fait que le marché des caméras de ciné se porte très bien, ça a donné peut-être des idées à la marque japonaise. En plus de ça, grâce à l'arrivée du Z9 et du Z8 qui ont très bien marché, Nikon a pu séduire un public de vidéastes et profiter justement de cet engouement et du fait d'avoir rempli ses caisses surtout pour pouvoir racheter Red. Allez, c'est tout pour les nouveautés, on va vite passer au niveau des sorties matos. Forcément, un rendez-vous comme le NAB Show, c'est l'occasion rêvée pour les marques de présenter leurs nouveautés. Cette année, il y a eu pas mal de produits intéressants d'annoncer. Moi, je m'attendais un petit peu plus pour être honnête. Et on va commencer par le produit qui, moi, personnellement, m'a le plus séduit. Il s'agit de la Blackmagic Pixis 6K ainsi que la Blackmagic Ursa Ciné 12K et prochainement aussi une caméra en 17K. Alors je vais plus m'attarder sur la Pixis, c'est ce boîtier, un boîtier ciné en forme de cube d'une valeur d'un peu moins de 3000 €. Alors c'est une caméra qui vient succéder un petit peu à la Pocket 6K, alors pas forcément en termes de form factor puisque ça n'a rien à voir, mais plutôt en termes de cible d'utilisateur. Là on a un produit qui ressemble vraiment à une Red Komodo, mais 3000 € moins cher. Alors c'est le genre de caméra qui se veut être facilement riggable, elle se dispose d'un capteur 6K plein format, c'est dispo en monture EF, PL ou L, et lorsqu'on choisit notre monture, il n'est pas possible de la changer, il va falloir prévoir des bacs d'adaptation si jamais on veut mettre d'autres objectifs. Il n'y a également pas de filtre ND interne. Alors au niveau du design, moi je la trouve vraiment stylée avec l'immense écran qui se trouve sur le côté et les boutons de contrôle. On peut enregistrer nos rushs sur une CF Express type B ainsi que sur disque SSD externe grâce au port USB-C. Niveau port justement, on a aussi une entrée mini XLR, une entrée micro, une sortie casque, du SDI, une DC 12V, une prise Ethernet, une entrée RFTC pour du timecode. Bref, on a vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'on retrouve en général sur les caméras haut de gamme cinéma dans un produit encore une fois très abordable. Au niveau de la résolution des images, on pourra avoir de la 6K en open gate jusqu'à 36 images par seconde, de la 6K DCI jusqu'à 48 images par seconde, de la 4K 60 et de la Full HD 120. On a 13 stops de dynamique, un dual ISO de 400 et de 3200 et bien entendu le Blackmagic RAW en 12 bits. Et comme il s'agit d'une caméra Blackmagic, elle vient avec le logiciel DaVinci, donc si jamais tu veux utiliser ce logiciel et changer de matos, ça peut être l'occasion rêvée. Quoi qu'il en soit, moi je te laisse un petit lien dans la description si jamais tu as envie d'aller checker un petit peu plus en détail ce que cette caméra propose, mais moi je pense que c'est un super produit qui va convenir à énormément d'utilisateurs, quel que soit le type de production, et c'est quand même plutôt cool et c'est rare aussi de voir des caméras ciné si abordables. Alors certes, il va falloir l'accessoiriser, mais c'est quand même hyper intéressant de voir ce genre de produit. Toujours chez Blackmagic, on a aussi la Ursa Ciné 12K. Alors je vais pas trop m'attarder dessus, mais pour celles et ceux qui ont un budget un petit peu plus conséquent, il va falloir compter environ 15 000 € pour cette caméra. Alors du coup, il sera possible de shooter en 12K bien sûr avec des cadences d'image toujours plus folles. Moi j'ai vu de la 12K 100 images secondes, de la 8K 180 images secondes. Il y a tellement de specs que je vais pas m'amuser à tout énumérer dans cette vidéo. Pareil, je te laisse un lien si jamais tu veux voir tout ça. Quant à la caméra 17K, aucun produit n'a été annoncé lors du NAB Show, mais la marque a annoncé travailler sur une caméra avec un capteur large format dans le même esprit que la Arri Alexa 65 et avec une qualité de 17K.
Bon, moi je suis toujours avec ma 4K et ça me va très très bien. Parmi les nouveautés du Napsho, le youtubeur Potato Jet s'est associé à la marque Small Rig et nous a présenté ce trépied. Alors moi personnellement j'ai découvert ça sur Instagram directement et je dois dire que la démo donne quand même pas mal envie. C'est un trépied qui se déploie en un seul geste, assez astucieux je dois dire. Le Tribex Hydraulic Carbon Fiber Tripod Kit, c'est son nom, il se déploie et se rétracte à l'aide de cette pince et peut aller de 27 à 168 cm. Alors aucune idée du prix par contre, mais je m'attends pas forcément de quelque chose d'abordable pour tout le monde, d'autant plus que là on utilise l'image d'un youtubeur. Ça fait pas mal débat justement. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée que les marques s'associent à des créateurs afin de créer des produits signature? On a déjà eu le cas par le passé avec Peter McKinnon, notamment avec les filtres Polar Pro et les sacs pneumatiques. Forcément c'est du marketing pur et dur, les marques se servent de l'image des filmmakers pour vendre. Ou alors au contraire, est-ce que tu penses que justement cette association est plutôt bénéfique parce que ça veut dire que les créateurs et les marques travaillent main dans la main pour proposer quelque chose qui correspond vraiment à une demande? Je t'avoue que moi je suis assez tiraillé, je suis assez partagé entre ces deux avis, j'aimerais bien avoir le tien dans les commentaires. Et justement en parlant de ça, on reste toujours chez Small Rig, ils ont aussi sorti une batterie, une mini batterie V-mount en collaboration avec Caleb Pike. C'est une batterie qui est environ 30% plus petite que les autres pour la même puissance. Et aussi on a eu le droit à un kit d'outils pour vidéastes en collab avec Andy Axe. Alors ça c'est une mallette avec une poire à souffler et des clés Allen. On est loin d'être sur une révolution, mais toujours on est sur un produit signature. La marque Sirui nous a annoncé la suite de la série Nightwalker avec un 16 mm et un 75 mm t1.2. Alors ces objectifs sont conçus pour des capteurs APS-C et Super 35. Tout comme le reste du line-up, ils seront dispo en monture Sony E, en Canon RF, Fuji X, L-mount et micro 4 tiers. Le 16 mm comporte 14 éléments répartis en 5 groupes, une bague de diaph de 13 lamelles, tandis que le 75 mm comporte 13 éléments répartis en 4 groupes et une bague de diaph de 18 lamelles. Un prix très abordable parce qu'on sera à moins de 400 € pour chacun de ces objectifs, comme le reste de la gamme d'ailleurs. Allez, on reste dans les focales cinéma, on va parler d'anamorphique puisque DZ Film a élargi sa gamme Pavo en proposant un 65, un 135 et un 180 mm anamorphique. Le reste du line-up qui avait été annoncé lors du Napsho de 2023 comprend un 28, un 32, un 40, un 75 et un 100 mm. Aujourd'hui, on a 3 nouvelles focales, donc le 65, le 180 et le 135. Le 65 et le 180 sont en T2.8 et le 135 en T2.4 avec un rapport de compression anamorphique 2x2, tout comme le reste du line-up. Et il va falloir compter environ 5000 € pour l'objectif. Insta360 nous sort la X4, une caméra 360 qui nous sort une résolution en 8K, de la 5,7K en 60 images par seconde, de la 4K en 100 images par seconde. Assez malin je trouve de sortir ce type de produit à cette période de l'année parce que on est sur une caméra qui est destinée à être utilisée essentiellement en extérieur. C'est assez discret tout ça, donc pour partir en vacances, capturer des moments sans se soucier du cadrage, c'est vraiment l'outil idéal. Ouais, parce qu'avec ce genre de produit on filme et vu que la caméra capture tout ce qui se passe autour, on a juste à recadrer après en post-prod pour garder ce qu'on a envie de garder. Beaucoup de vidéos de tests sont sorties à ce sujet, moi je te laisse quelques liens dans la description. Il va falloir compter 560 € pour le modèle standard et ça monte jusqu'à 740 € pour le kit créateur, à savoir qu'on est 10 € plus cher que le modèle précédent lors du lancement, sachant que là on a de la 8K et que le modèle précédent était en 5,7K. Je trouve ça cool que la marque fasse un effort pour garder le prix de lancement relativement correct. Lexar nous annonce une série de cartes mémoire et de disques SSD. On a la Armor Silver Pro SD en UHS-2 V60 avec une vitesse de lecture de 280 MO par seconde et une vitesse d'écriture de 160 MO par seconde, et la Armor Gold avec une vitesse d'écriture de 210 MO par seconde. En plus de ça, on a aussi une gamme de CF Express type A et type B pouvant aller jusqu'à 3300 MO par seconde en vitesse d'écriture pour la Diamond Series et 1650 MO par seconde pour la Gold Series. Alors par contre, j'ai aucune idée à propos du prix et de la disponibilité. La marque Atomos sort un nouveau device, il s'agit du Ninja Phone. Alors c'est un dispositif qui permet d'enregistrer en ProRes via son smartphone. Ce modèle là il est dispo pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Moi je sais pas si ça va être ouvert à d'autres modèles par la suite, mais en gros on va se servir du smartphone comme moniteur enregistreur en utilisant l'appli Ninja Phone. Alors on n'est vraiment pas sur une révolution, c'est un produit qui existait déjà auparavant, je pense notamment à la marque Axon, et personnellement moi je suis pas du tout hypé par ce produit, j'ai même hésité à ne pas en parler dans cette vidéo, mais bon, comme il s'agit d'une nouveauté, je me dois de la présenter. Alors certes on aura un moniteur avec une dalle très lumineuse parce qu'on va utiliser la dalle de l'iPhone tout simplement, et le côté tactile aussi de l'iPhone qui est hyper agréable à utiliser. On aura la possibilité de streamer directement grâce à la connexion 5G et aussi le Camera to Cloud
qui permet de transférer directement les fichiers après la prise de vue. Mais moi personnellement, la question que je me pose, c'est ça répond à quelle demande en fait? On n'a pas de 4K, pas de possibilité d'enregistrer des rushs sur SSD, donc on utilisera la mémoire interne de l'iPhone qui va très vite saturer et se remplir. En plus, si les modèles d'iPhone évoluent, est-ce que ce sera toujours compatible avec les prochains modèles? Est-ce que c'est vraiment utile aussi de monopoliser son téléphone comme moniteur pendant qu'on filme? Enfin bref, beaucoup de questions, sans parler du prix, 400 €. Autant dire que pour ce prix-là, autant partir sur un Atomos Ninja ou un Shogun. Allez, on va terminer cet épisode avec Sony qui nous sort un 16-25 mm f2.8 série G. Il vient compléter le 24-50 mm sorti il y a quelques semaines. D'ailleurs, même taille, même poids que le 24-50. C'est une stratégie qui est quand même assez maligne et assez intéressante aussi à analyser de la part de Sony parce qu'on a une solution qui est beaucoup plus abordable que le 16-35 mm GM2 qui coûte quasiment 2 fois plus cher. Là, il va falloir compter 1400 € pour le 16-25 et 2700 € pour le 16-35 GM2. Certes, on a 10 mm en moins, mais bon, si on fait le calcul, le 16-25 plus le 24-50, on arrive à un prix du 16-35 GM2. Et là, du coup, on a 15 mm en plus parce que de 35 à 50, le GM2, il ne pourra pas y aller. Seul compromis, c'est l'absence de stabilisation, mais maintenant, tous les boîtiers sont dotés d'une stabilisation exceptionnelle, donc quand on l'active, on s'en rend même plus compte. Il mesure 9,1 cm sur 7,5 cm pour un poids de 409 grammes. Il dispose d'un switch AF/MF, un bouton personnalisable, une bague d'ouverture manuelle qu'on peut activer ou désactiver. La formule optique comprend 16 éléments répartis en 13 groupes, un diaphragme à 11 lamelles. La distance minimum de mise au point est de 18 cm à 16 mm, donc on est vraiment sur du très près. Le diamètre du filtre est de 67 mm. Prix de lancement, comme je l'ai dit tout à l'heure, 1400 €. C'est une solution idéale, légère, compacte pour les vlogueurs et les photographes de paysages et d'architecture. Allez, c'est tout pour cet épisode de Focus Hebdo. Comme d'hab, n'hésite pas à commenter quel est ton ressenti sur les différents articles que j'ai pu te présenter dans cette vidéo. Quel est ton avis aussi par rapport aux collaborations entre les marques et les créateurs? Qu'est-ce que tu penses de l'Atomos, des autres produits? Enfin bref, lâche-toi dans les commentaires, c'est toujours intéressant d'avoir les avis de tout le monde. Si jamais t'as loupé l'épisode de la semaine dernière, il y avait pas mal de nouveautés également, je te laisse cliquer juste ici. Sinon, il y a une autre vidéo qui s'affiche juste là. Ciao. Oh, c'est nul ça. Allez, à la semaine prochaine.